Les jeunes leaders africains, il y a les Congo. Tous les gars. Chipness Kimputu. La mutuelle des jeunes de souvenirs. Sissou Sika. Les Naomi Isaac Emmanuel. Titi Nesta. Maître Claude Mianga Chisa. Claude Bikondolo Kele Boyaya. Normalien Bakelewo. Fefe de Lusaboku. Jean Siyombo. Bonjour, peuple congolais. Ici, c'était Congo, le Congo de tes travailleurs, le Congo de tes technocrates, le Congo de tes tranquillités, le Congo de tes transferts. Chers compatriotes, dans la première vidéo sur le syndicat, nous avons parlé des hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Cependant, dans le domaine syndical, nous avons tenu à éterniser la mémoire de ce grand homme qui avait l'âme dans le syndicat, qui a fait la fierté de notre pays, le Congo, qui a fait en même temps la fierté de l'Afrique et du monde. J'ai nommé M. Gilbert Pangou. Aussi, nous avons parlé de luttes menées par les syndicats pendant et après l'indépendance. Au Congo, comme ailleurs, l'histoire montre que le syndicalisme a été un des plus grands promoteurs du progrès social. Elle nous enseigne également qu'il ne peut remplacer un parti favorable aux travailleurs, aux femmes et au respect de l'environnement. Que le syndicat ne pouvait se substituer au parti politique. Le syndicalisme de combat ne pouvait jouer le rôle que tente d'assumer l'opposition. Parce que la tâche fondamentale d'un syndicat était de défendre le travailleur et les conditions de travail de ses membres. Bien que la CSC et les autres syndicats n'affectent plus l'enthousiasme des travailleurs, alors sont-ils à la hauteur de défier le gouvernement en place en décrétant les grèves illimitées? Le syndicat est-il un acteur indispensable pour lequel nous devrons compter pour la libération de notre pays? Le syndicat, qu'on pourrait appeler le syndicat de Gilbert Pangou, c'est-à-dire la CSC, et les autres, peuvent-ils paralyser le pays pour l'intérêt du pays? Voilà autant de questions que les Congolais se posent. Alors, pour analyser donc la problématique du syndicat, puisque nous en sommes là, on est en train d'étudier le syndicat. Le syndicat après 1990. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Et donc, dans cette étude, dans cette analyse de ces problématiques-là, nous allons donc répondre justement à toutes ces questions. Peuple congolais. L'histoire nous rattrape toujours et très souvent. Rappelez-vous, le premier président, l'abbé Flubert Yulu, il avait proposé d'instaurer un parti unique au pays. Ceci, c'était pour sauver et consolider l'unité nationale. C'était pour sauver en même temps la paix qui était fragilisée, qui était acquise au prix du sang. Sauf que le président, l'abbé Flubert Yulu, a été qualifié de voleur, au point où on l'a poussé à ce qu'il démissionne. Mais quand finalement arrive Alphonse Massamba Deba, c'est-à-dire le deuxième président, lui également, il va dans le même sens que l'abbé Flubert Yulu. Donc il va instaurer le parti unique qu'on appelait le MNR. Bon, sauf que lui, il va décider de politiser l'armée. Parce qu'il s'était rendu compte que l'armée s'intéressait déjà dans la politique. Mais sauf qu'en le disant, il s'est tiré la foudre par les mouvements des progressistes menés par Marien Ngouabi,
qui avait donc réclamé que l'armée ne devait rester apolitique. Mais dans la même circonstance, les pères des syndicats, c'est-à-dire Gilbert Pangou, Pierre Etiko, Félix Maleka, François Ndeke, Pascal Okemba Morlende, François Gandou et Charles Yahweh, ils se sont battus pour défendre le pluralisme syndical. Au point même, Gilbert Pangou lui-même a refusé catégoriquement de l'institution de la CSC comme syndicat unique. Malheureusement. Quand arrive Marien Ngouabi au pouvoir, en 1968, pourtant c'est bien lui qui avait dit à Massamba Deba, jamais il ne faut pas politiser l'armée. Mais quand il arrive au pouvoir, quand il va faire sa première déclaration à la base, à Réau Porté de Maya Maya, je cite: l'apolitisme de l'armée se trouve aujourd'hui dépassé. Pour vaincre le soldat d'aujourd'hui, il ne peut se contenter d'un patriotisme classique sans contenu politique. Prétendre réduire l'armée à n'être qu'un agent d'exécution d'une politique à laquelle elle n'aurait point pris part constitue une dangereuse erreur. Fin de citation. Voilà, peuple congolais, lui qui hier défendait que l'armée ne pouvait pas être politisée, quand il arrive au pouvoir, voilà la déclaration qu'il vient de faire, comme quoi l'apolitisme de l'armée est aujourd'hui dépassé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer lui également un parti unique, le PCT. Il va prendre la CSC que les pères du syndicat avaient bien défendu bec et ongle pour qu'il y ait pour que la CSC ne soit pas seulement le seul syndicat dans le pays. Ben, Marien Ngouabi va le prendre et va le mettre comme l'organe du parti, le PCT. Et donc ça sera la seule confédération syndicale du pays. Et le parti en question, le parti unique, deviendra ce parti qui va diriger l'État. En juillet 1990, le comité central du Parti congolais du travail va décider la séparation du parti et de l'État. Donc il a fallu attendre 30 ans. Donc définir le multiparti comme un objectif à atteindre. Et en septembre de la même année, va s'ouvrir la déclaration de l'indépendance du syndicat unique vis-à-vis du PCT. Et c'est en ce moment-là que la CSC retrouve son autonomie. La CSC va donc s'inviter et s'active sur le plan politique en exigeant une ouverture démocratique immédiate. Les délégués de ce syndicat réclament la hausse des salaires ainsi que les dégels des avancements dans la fonction publique. La CSC va obtenir toutes les revendications après des troubles dans le pays et suivi d'une grève illimitée. Enfin, après 30 ans, les Congolais retrouvent le multipartisme et le multisyndicalisme dans la période de 1991 à 1997, c'est-à-dire que la période qui va suivre après la conférence nationale souveraine. Le pays va enregistrer plus de 140 partis, c'est-à-dire que les Congolais créent beaucoup de partis parce que c'est cette période de multipartisme. Alors, cette période n'a été que de courte durée parce que les démons de la démocratie se sont réveillés. Ils sont venus pour mettre en péril cette démocratie. Et donc, parmi ces démons, on peut citer le PCT et ses acolytes, ses alliés, ses parentés,
les cobras. Donc ils se sont levés et ils ont pris les armes pour aller détruire justement ce que les Congolais avaient attendu depuis longtemps. Ce que les Congolais avaient rêvé depuis longtemps. Ce que les Congolais ont bâti justement avec fierté à la sortie de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire la démocratie. Mais comme l'assassin revient toujours, très souvent au lieu du crime, vous allez constater que tous ces démons-là, tous ces traîtres, ces acolytes, tous ces alliés et les apparentés sont revenus auprès des Sassou. Certains sont revenus dans le gouvernement de Sassou et d'autres sont devenus des opposants. Ils se disent maintenant qu'ils sont des résistants au régime Sassou, alors que c'est eux qui ont pris des armes. Alors, tout ceci, c'était pourquoi aujourd'hui ils sont devenus des opposants. Pourquoi ils sont devenus aujourd'hui des résistants? Mais pour la bonne simple raison, parce qu'il faut qu'ils accompagnent Sassou. Et alors que pour pouvoir voiler les yeux des autres, ils se définissent comme des vrais démocrates chevronnés. Peuple congolais. Voilà comment la situation est aujourd'hui. Alors, depuis 1997, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, le Congo se retrouve de nouveau dans le monopartisme déguisé, où la jeunesse a été traumatisée, dressée contre le peuple. L'armée a été mbochinisée, l'opposition est nommée par décret présidentiel et en même temps téléguidée. La diaspora a été morcelée, l'église a été aveuglée, le syndicat a été cadenassé, le pôle a été éventré par le génocide et avec le programme de Mouebara. Et puis les entreprises d'État ont été privatisées au profit de la famille Sassou. Voilà ce que le Congo vit depuis que Sassou est revenu au pouvoir. Et aujourd'hui, peut-on proscrire le comportement rétrograde pour sauver le syndicat qui subit des entraves? Peuple congolais, les temps ont changé. Aujourd'hui, le retour des antivaleurs au rang de prédominance politique a largement contribué au phénomène d'étouffement et de tout mouvement syndical même. La peur d'un système policier répressif qui espionne, qui incarne et humilie les travailleurs. C'est ça qui accentue aujourd'hui la tendance et qui fait la baisse des mouvements sociaux susceptibles d'être initiés par les syndicats. Des exemples sont nombreux qui expliquent ces attitudes. Je vais vous faire des témoignages de 3 ou 4 personnes. D'abord pour un travailleur qui travaille à la Société nationale de pétrole du Congo, en cycle la CNPS. Ce travailleur, hier, était un syndicaliste. Mais aujourd'hui, il est devenu un cadre à la CNPS. Et voilà ce que lui, il déclare. Pour les cadres, je cite, pour les cadres, dans certains secteurs très concurrentiels, se syndiquer aujourd'hui ne peut avoir des conséquences très regrettables sur la carrière et l'évolution. C'est donc fortement déconseillé. Fin de citation. Alors, le pouvoir de Brazzaville, ayant remis donc le système autocratique au goût du jour, pèse de plus en plus sur les conditions professionnelles et surtout sur les droits des travailleurs congolais. Être syndiqué, comme venait de dire ce travailleur, est synonyme aujourd'hui d'être contre le pouvoir. Et la seule réponse du pouvoir face à cette revendication du respect du droit de travail est souvent la mise en quarantaine de certains travailleurs. Donc, il n'est pas faux aujourd'hui de dire
que 80% des entreprises congolaises sont dirigées par des hommes syndiqués, dans la fièvre politique et donc le reflet d'une conspiration clanique au pouvoir. On boycotte par le haut pour museler le bas. De cette manière, on pèse pour contrôler et ne laisser passer que des volontés du pouvoir en place et non celles des travailleurs majoritaires bâillonnés. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est une infirmière qui est sénégalaise. Donc vous allez constater que c'est le même son de cloche. Alors cette infirmière fait son témoignage et il déclare, je cite, « Je ne vois pas la nécessité de me syndiquer car pour moi, le syndicat présent au CHU ne se bat pas assez. Pourtant, il y a des combats à mener pour une meilleure offre de soins aux malades, pour le délabrement des structures et des matériels médicaux, pour les salaires, l'emploi, et surtout qu'il y a de moins en moins d'infirmières et d'aides-soignantes. » Fin de citation. Peuple congolais, on trouve par cette attitude les mêmes inquiétudes qui ont conduit au soulèvement de 1990. On laisse pourrir la situation pour mieux contrôler et dominer le peuple. Voilà un peu l'attitude. Mais je vais vous donner encore un autre témoignage. C'est celui d'un enseignant qui fait partie de cette fédération qu'on appelle la FETRACEIC. Je cite, « Il n'y a plus de démocratie participative au sommet du syndicat. Ces derniers, au lieu de concerter la base pour ensuite reformuler les revendications en fonction des attentes formulées, ils établissent en vase clos des programmes déjà validés par le gouvernement et obligent les militants à les suivre. C'est plus du syndicalisme. » Fin de citation. Peuple congolais, tout ceci, c'est pour dire que le pouvoir syndical et politique est gangréné par la corruption. La plupart des responsables des syndicats sont de mèche avec les hommes du pouvoir. Ils sont liés en affaires où ils acceptent sans scrupule des pots de vin pour museler toute tentative de revendication. Mais l'histoire est difficilement malléable. Les travailleurs de l'ANAC avaient donné une bonne illustration à l'époque en refusant le plan de reconversion imposé par le gouvernement concernant la concession en catimini des aéroports de Pointe-Noire, de Brazzaville et de Lombo. Il en est de même des sociétés dirigées par des expatriés qui ne respectent même plus la législation du travail au Congo. Le SMIC et la protection des travailleurs de notre pays n'est plus garantie. Le recrutement au lance-pierre est un véritable frein à l'éclosion des compétences nationales. Voilà, peuple congolais, quelques raisons qui font qu'aujourd'hui, les travailleurs manifestent moins l'engouement d'appartenir à une corporation syndicale. Aujourd'hui, 3 centrales syndicales constituent le socle, justement, principal des syndicats au pays. Ce sont la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, en sigle CSTC. Il y a la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo, en sigle COSILAC, et la Confédération syndicale du Congo, en sigle la CSC, qui, opportunément, ne défendent plus leur mission, c'est-à-dire celle de défendre les intérêts des travailleurs. Au Congo, les travailleurs ne sont pas à l'affût d'emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, obtenir un emploi au Congo fait partie du parcours du combattant. C'est devenu une
une chimère, je dirais. Pourquoi? Parce que les quelques entreprises qui résistent à la crise appartiennent aux dignitaires, appartiennent à la famille Sassou. Si bien que les employés qui y travaillent sont des parents, sont des amis, sont des connaissances, sont des copines. Et donc par rapport à ça, malgré des conditions inhumaines qu'on leur impose, au mépris, voire même au mépris des lois, et souvent on constate des retards des salaires, ces travailleurs qui sont dans ces entreprises-là sont tenus de se taire. Sinon, ils seront licenciés. Et quand ils sont licenciés, c'est sans droit. Et si par malheur, ils manifestent un mécontentement, mais laissez-moi vous dire, ils deviennent la proie de la police. Sassou a tiré des leçons des grèves illimitées qu'il a connues en 1990, menées par la CSC, où les syndicats avaient demandé la hausse des salaires, ainsi que le dégel des avancements dans la fonction publique. La CSC s'était opposée au projet d'abaissement de l'âge de la retraite des fonctionnaires, passant de 60 à 55 ans, initié par le gouvernement. C'est ça qui avait déclenché la guerre, disons la manifestation de 1990. C'est donc de cette façon que la CSC, à travers ses délégués, s'était invitée sur le champ politique en exigeant donc une ouverture démocratique immédiate. Et donc Sassou, qui s'était vu tenu en échec par les délégués de la CSC à l'époque, suite donc à ce revers, avait suspendu, rappelez-vous, du congrès de la CSC. Rappelez-vous qu'il avait dissous le comité directeur et qu'il avait nommé à la place un directoire provisoire. Et donc c'est en ce moment-là que le secrétaire général de la CSC, qui à l'époque était Jean-Michel Bokamba Ngouma, avait répliqué et avait appelé à tous les travailleurs de faire une grève générale. En ce temps-là, les travailleurs unis, suivis, cohérents, avaient suivi le mot d'ordre qui avait été lancé par le secrétaire général. Ce qui fait que, vu l'ampleur que ça avait donné, Sassou va donc demander au chef d'état-major, qui à l'époque était le général Jean-Marie Michel Moukoko, il lui avait demandé d'aller mater les dirigeants syndicaux. Sauf que le général avait refusé. Et c'est donc au bout de 3 jours de paralysie générale du pays que Sassou s'est vu contraint de céder. Et donc, le gagnant était la CSC. Parce que, finalement, il avait obtenu satisfaction sur toutes les revendications qu'il avait donc formulées. Et donc, c'est cette effervescence-là qui va continuer jusqu'à ce qu'on avait obtenu la conférence nationale souveraine. Alors, cette mauvaise expérience vécue par Sassou, je dirais, lui, a laissé un goût amer. Et ça, ce qui fait que Sassou, aujourd'hui, gère le syndicat au même titre que le Parti congolais du travail. Contrôler la jeunesse, monopoliser l'armée. Voilà comment Sassou maintenant, après avoir tiré des leçons de parti, de la jeunesse et de l'armée, il gère, il est à la manette de tout cela.
Voilà pourquoi le syndicalisme, ceux qui sont dans les syndicats, ceux qui sont à la tête de ces centrales, ont aménagé leur langage pour ne pas s'attirer des foudres du gouvernement. Néanmoins, la coprésidence donc de ces trois centrales que je venais de citer, c'est-à-dire la CSTC, la CSC et la COSILAC, les membres de ces centrales ont peint la précarité de la situation socio-économique et financière que connaissent les Congolais en général et les travailleurs en particulier. Une situation, bien sûr, selon eux, très amplifiée par l'augmentation surprise des prix du gaz, du butane et la non-maîtrise du prix du pétrole lampant vendu dans les dépôts de fortune. Cela bien sûr, a des effets néfastes sur les ménages et sur les répercussions sur les prix de revient des autres produits de première nécessité. Donc, ces centrales, ils l'expliquent, ils le disent. Effectivement, les Congolais le savent, le voient. Mais comment s'en sortir? Alors, toujours dans cette même déclaration faite par cette coprésidence de ces trois syndicats, il dénonce également la maltraitance des retraités, en précisant que la pension des retraités n'est pas une allocation sociale, ni une variation d'ajustement. Ils prennent le temps d'expliquer que la pension est un droit acquis par le travail et donc doit revenir aux ayants droit. Ils le disent, ils l'expliquent. Je cite une fois, ils ont dit: le gouvernement aujourd'hui est dans l'incapacité d'assurer le paiement régulier des pensions des retraités et des salaires d'établissements à budget transfert. Donc ils le décrivent tout le temps, ils le disent tout le temps. Si bien que aujourd'hui, ces paroles n'arrivent même plus dans les oreilles de ceux qui dirigent le pays. Pourquoi? Mais parce que c'est le même refrain qu'on leur chante. Donc ça ne fait plus d'effet. Les mêmes, c'est-à-dire les trois centrales, s'insurgent également sur les récentes allégations du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Pourquoi? Ben, ces parlements trouvent que la CSC, la CSTC et la COSILAC aujourd'hui ne savent pas lire la situation que vit le pays. Alors, le même Parlement qui est là, qui devrait défendre en même temps, parce que il devrait interpeller le gouvernement pour leur dire, leur demander, mais comment se fait-il que les retraités comptent 60 mois sans être payés? Non, au contraire, ce groupe parlementaire, parce que majoritaire, parce que ce sont les députés du PCT, ils s'arrangent du côté du gouvernement. Et ils viennent accuser ces trois centrales. Et voilà pourquoi ils se lèvent et ils déclarent, je cite: grossière et mensongère et indigne du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, lors des journées organisées par les antivaleurs, notamment sur les prétendues corruptions
du syndicat du Congo, à la hauteur de 79%, au même titre que les administrations des impôts, des douanes et des autres sphères tenues les 20 et 21 février 2019. Fin de citation. Peuple congolais. Voilà un parlement qui vient dire que les syndicats sont corrompus au même titre que les douanes, au même titre que l'impôt, que des impôts. Mais c'est incroyable. Si le Parlement, ils ont des éléments qui prouvent que l'administration des impôts est corrompue, il fait du fraude, ben, ils n'ont qu'à instruire des dossiers et les transmettre à la justice. Voilà, peuple congolais, ce genre de parlement maintenant que nous avons, depuis 1997. En conséquence, les centrales syndicales, par rapport à ça, ils déclarent, je cite, « Nous condamnons avec la dernière énergie les propos irresponsables du groupe parlementaire et mettent en défi ce groupe pour ses indignes. Mettent en garde les oiseaux de mauvaises argures qui veulent profiter des difficultés conjoncturelles actuelles pour troubler la paix sociale chèrement acquise. Demande au gouvernement l'annulation pure et simple du prix du gaz, du butane et la reprise de la vente du pétrole dans des stations. » Fin de déclaration. Enfin, toujours dans ces plateformes de ces trois syndicats, ils ont aussi constaté, ils ont aussi fait d'autres constats. Et ils déclarent, je cite, « Nous exigeons du gouvernement la convocation dans un délai de 20 jours, la session extraordinaire du Comité national de dialogue social, conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret 2010-810 du 31 décembre 2010, portant création, attribution et fonctionnement du Comité central du dialogue social, en son article 13. Dépasser ce délai, les centrales syndicales considéreront que le dialogue social est rompu avec le gouvernement. » Fin de citation. Peuple congolais, il est fort de constater que ceci n'a été que des mots, de simples mots, sans valeur ni considération. Le syndicat est malmené et téléguidé par les mallettes du gouvernement et du Parlement, mais sous un logiciel de M. Denis Sassou Nguesso. Au Congo, Brazzaville, les travailleurs du secteur pétrolier n'entrent pas en grève. Pourquoi? Parce que le 23 août, sous l'arbitrage du ministère de l'Hydrocarbure, les syndicats et le patronat sont parvenus à un accord. Il s'agit d'éviter un conflit social dans un secteur essentiel pour le pays, mais qui connaît une crise difficile depuis le retournement du cours du baril en 2014. Les négociations débouchent sur une feuille consensuelle. C'est justement pour cette raison, peuple congolais, nous vous avons déjà dit qu'au Congo, si soulèvement devait y avoir, elle ne partirait pas de Pointe-Noire, mais partirait plutôt de Brazzaville. Pourquoi? C'est tout simplement, nous avons dit, parce que les sociétés pétrolières qui sont à Pointe-Noire, qui ont investi des milliards, n'accepteront pas qu'une telle situation soit menée à Pointe-Noire. Rappelez-vous que quand Sassou va venir faire ce qu'on appelle la guerre de 5 juin 1997, on lui avait donné l'ultimatum par les Américains et les Français que la guerre qui devait se tenir au Congo, plus précisément à Brazzaville, ne devrait pas s'étaler jusqu'à Pointe-Noire. Tout ceci, c'était justement pour sauvegarder les intérêts des sociétés pétrolières qui sont basées à Pointe-Noire. Alors,
de cet accord qui avait été signé dans le secteur pétrolier avec les sociétés à Pointe-Noire, ces sociétés qui opèrent dans le domaine du pétrole. Cet accord-là ressemble à un inventaire que je pourrais dire à la Prévert. Et dans cet accord, il y avait aussi 7 points qui avaient été abordés. 7 points différents des uns des autres. Sauf que ça n'a pas donné gain de cause. En dehors de la protection des installations et des activités pétrolières, on y trouvait également la question des retraites, des anciens salariés du secteur, de l'embauche de la main-d'œuvre étrangère, ou encore la création d'un syndicat dans la Société nationale du pétrole du Congo, c'est-à-dire à la CNPC. Ils ont estimé qu'il fallait créer un syndicat là-bas. Parce que c'est une société qui n'est contrôlée que par l'État. Pour ne pas dire contrôlée par Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais. Malheureusement, toutes ces revendications que ces 3 centrales syndicales avaient donc mis sur la feuille de route avaient déjà fait l'objet d'un précédent accord en 2014 qui n'avait jamais été appliqué. Voilà pourquoi les responsables de ces syndicats-là, quand ils se sont retrouvés, quand ils ont signé cet accord, ils se disaient satisfaits au moins d'avoir exprimé leurs pensées. Mais ils n'étaient pas confiants de la suite qui devait être donnée. Parce qu'ils savent, si en 2014 ça n'avait rien donné, ce n'est pas en 2017 que ça va donner grand-chose. Au Congo, le gouvernement a usé de tous ses moyens pour anéantir le pouvoir syndical. Si ce n'est dans la corruption des responsables syndicaux, c'est alors dans l'étouffement des guerres. C'est alors dans la brutalité avec la force de l'autre. Et même dans le vandalisme des locaux des syndicats. Voilà comment le gouvernement use, voilà des moyens qu'il use pour essayer un peu d'anéantir le pouvoir syndical. Je vais vous donner quelques exemples qui démontrent comment le syndicat n'a plus de pouvoir, que le syndicat est anéanti. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août 2017, le siège de la Confédération syndicale congolaise, la CSC, qui est située en Pila, il y a eu un vol. Les malfrats ont emporté d'importants documents de la CSC. Et donc, selon le communiqué rendu public par le porte-parole de ce syndicat, ils disent que les malfrats ont réussi à s'enfuir sans être inquiétés. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a motivé ces gens à venir poser un tel acte, à venir faire un cambriolage? On peut se poser cette question. Surtout quand on sait que dans ces bureaux, il n'y a pas l'argent. On ne fait pas des encaissements là-bas. Ils n'ont pas de coffre-fort là-bas. Mais qu'est-ce qui les a motivés pour aller faire un cambriolage? Peuple congolais, on ne le saura jamais. Quand les responsables du secrétariat syndical sont arrivés au siège, ils n'ont eu qu'à constater des dégâts. Ils ont vu que les cadenas étaient brisés, les portes d'entrée étaient défoncées, des documents étaient dispersés partout. Alors, ils ont condamné cet acte et
ils se sont donc rapprochés de forces de l'ordre, demandé pour que les auteurs soient retrouvés et soient punis conformément à la loi. Alors, vieux pieux ou incantation. Frères, sœurs, retrouver des voleurs au Congo, laissez-moi vous dire, relève de la guerre pure et simple. Surtout que ici, on peut même se dire, ça a été commandité. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse retrouver des voleurs dans des conditions comme ça? Sauf que nous voici en 2020. Pour des actes qui avaient été posés en 2017, jamais on n'a retrouvé ces malfrats qui étaient venus poser cet acte. Voilà, peuple congolais, la façon, la politique qui est menée justement pour anéantir le pouvoir du syndicat. Mais je vais vous donner un autre cas. Cette fois-ci, ça se passe en 2001. Le gouvernement congolais qui avait signé avec la CSC et la CSTC une trêve sociale de 2 ans renouvelable, destinée à mettre le Congo à l'abri des conflits sociaux, au terme de 3 semaines de négociations. Cette trêve visait à garantir l'exécution du programme transitoire d'urgence conclu en novembre 2000 par le gouvernement avec le Fonds monétaire international, le FMI. Cette trêve sociale devrait mettre le pays à l'abri des conflits sociaux susceptibles de compromettre le retour aux équilibres nécessaires à l'exécution des programmes avec des institutions financières internationales. Alors, pendant cette période de trêve, les partis signataires s'étaient engagés à renforcer le dialogue social comme principal moyen de résolution de tous les conflits survenus ou devraient survenir dans des relations de travail. Les partis signataires devraient s'abstenir de toute déclaration excessive pouvant susciter la détérioration de la paix sociale chèrement acquise. Sous la pression des institutions financières internationales, le gouvernement de l'ancien régime déchu de M. Pascal Lissouba, conduit par le Premier ministre, M. Yombi Opango, avait réduit en 1995 27,5% de la masse salariale dans la fonction publique. Cette baisse s'était caractérisée par la réduction de primes, des indemnités et salaires. Le rétablissement de ces primes et indemnités et salaires était l'une des 20 revendications des syndicats. Voilà donc, peuple congolais. Ils se sont retrouvés et ils ont signé un accord dans lequel ils devaient s'abstenir, mais la CSC et la CSTC avaient entre-temps donné des préalables de payer les primes ou alors de supprimer la réduction qui avait été faite sur les primes et les indemnités. Pourtant, ils avaient signé. Sauf que, à l'acceptation de la participation syndicale au comité de privatisation, aucune autre revendication syndicale n'a été satisfaite. Le gouvernement a refusé de rétablir les primes, indemnités et salaires dans la fonction publique, craignant la hausse de la masse salariale qui devait atteindre 119 milliards de francs CFA à la fin de 2001 contre 106 milliards de francs CFA en 2000. Vous voyez un peu le peuple congolais. Ils ont accepté de signer un accord. Et donc, les syndicats ne devraient pas faire des déclarations, ne devraient pas faire des grèves pendant 2 ans. Et ils avaient accepté comme quoi qu'ils allaient
payer donc des primes qui avaient été suspendues et les indemnités de salaire. Mais une fois signé, une fois fait, peuple congolais, voilà que le gouvernement refuse de pouvoir les mettre en application. Tout ceci, c'est pour démontrer que le syndicat est souvent mal pris. Donc, la politique du gouvernement, le gouvernement congolais, consiste depuis toujours à empêcher systématiquement tout mouvement de manifestation pacifique, perçu comme une menace à son autorité. Les atteintes à la liberté de manifestation sont légion. Le gouvernement a mis en place un véritable système d'intimidation, de pression et de sanctions. Des sanctions arbitraires afin d'étouffer toute initiative d'expression du peuple. Peuple congolais. Au Congo, il y a encore des entraves au droit syndical. Les citoyens congolais sont conscients de ces agissements de la part des forces de l'ordre. Mais sans fatalisme à l'idée de jouir du droit fondamental qui est le droit de manifester. Ils ont en souvenir des violences commises dans le passé qui réprimaient toutes les manifestations pacifiques. À cet effet, ils sont résignés. Ils sont résignés au point où, malgré la grande précarité dans laquelle vit la majorité des Congolais, ils s'abstiennent de s'exprimer, générant souffrance morale et crispation. Les Congolais, aujourd'hui, ils deviennent tétanisés parce que la force de l'ordre que Sassou a doté du matériel sophistiqué pour aller mater le peuple fait que les Congolais, sinon les travailleurs ou les étudiants qui veulent faire une grève, s'abstiennent. Je vais vous donner l'exemple de comment les mouvements des grèves ont été réprimés par les forces de l'ordre. Nous allons prendre une année où il y a eu beaucoup de manifestations. C'est l'année 2013. C'est en 2013 qu'il y a eu beaucoup de manifestations au Congo. Et donc, si vraiment mouvement devrait se faire, c'est peut-être en 2013 que ça devrait se passer. Voyons. Nous disons que l'année 2013 avait été une année exemplaire, pleine de mouvements. Il y a eu quelques tentatives de manifestations pacifiques qui ont été immédiatement réprimées par la violence. À titre d'exemple, je vais citer. D'abord, le 25 février 2013, après les échecs de compromis entre les syndicats enseignants et le ministère de tutelle, les syndicalistes et les enseignants ont subi de menaces et intimidations via des appels téléphoniques par des autorités politiques et militaires, en particulier de la Direction générale de la surveillance du territoire, en cycle DGST, mais aussi de la Direction générale de la surveillance du territoire, DDST, enfin de la présidence de la République. Peuple congolais, vous voyez comment ces directions, même jusqu'à la présidence, ils ont fait des menaces aux simples travailleurs, aux simples enseignants qui n'ont voulu que manifester leur droit qui leur revient. Le droit de pouvoir manifester. Parce que les conditions de travail ne sont plus adéquates, parce qu'il y a des
il y a de retard de salaire. Sauf que, suite à cela, M. Daniel Ngami a été contraint de lire un appel à la reprise du travail dans les médias nationaux. M. Hilaire Eyima, lui le responsable du département français au lycée de la Révolution de Brazzaville, avait été enlevé à son domicile par des policiers en civil le 18 avril 2013, vers 19 h. Il avait été amené au siège justement de la DDST. Il avait été arrêté pour avoir relayé par SMS des informations sur la grève des enseignants. Il n'avait été officiellement inculqué d'aucune infraction pénale. Jean-Claude Nzingula, inspecteur à l'école de médecine de Brazzaville, avait été arrêté, lui, à son lieu de travail, le vendredi 19 avril 2013 et amené aussi à la DDST. Il n'avait été inculpé d'aucune infraction. Lui, M. Jean-Claude Nzingula, il lui avait simplement été signifié que son arrestation avait un lien avec la grève des enseignants. Les deux enseignants avaient retrouvé leur liberté après 5 jours de détention arbitraire, en violation du délai de garde en vue de 72 heures. Ils avaient été libérés après avoir été contraints de lire dans les médias nationaux une déclaration appelant les autres enseignants à cesser de faire la grève et demandant pardon pour leur rôle dans ce qu'ils avaient posé comme acte. Le peuple congolais, quel acte ils avaient posé? Le seul acte qu'ils avaient posé, c'est qu'ils se sont retrouvés pour dire on doit faire une grève. Pourquoi? Parce que les conditions de travail ne sont plus adéquates, parce qu'il y a de retard de salaire. Alors par rapport à soi, on leur demande de demander pardon. Ces pratiques ont davantage mis à nu le dysfonctionnement du système politique et l'incapacité des autorités à dialoguer sereinement avec les interlocuteurs sociaux, sans recourir à la violence. Donc malgré la légitimité de revendication, les syndicats ont reçu des menaces de suspension de leur salaire, affaiblissant ainsi leur lutte à demander plus de justice sociale. Ils ont vécu des semaines durant dans la clandestinité. Leurs domiciles ont fait l'objet de perquisitions sans aucune forme de procédure légale par des policiers à la recherche des fausses preuves d'inculpation. Voilà, peuple congolais. Donc, face à l'inertie et menaces croissantes des autorités, les syndicalistes, ils ont été contraints de suspendre leur grève et sortir de la clandestinité le 13 mai 2013. Voilà, peuple congolais. Le 28 février 2013, l'Assemblée générale des syndicalistes et des enseignants et de la concertation pour la valorisation des professionnels enseignants. Ça, c'est un autre cas que je vous donne. Ce syndicat qu'on appelle CREP. Ils avaient prévu leur assemblée le 28 février en 2013. Prévu au stade de Alphonse Massamba Deba, avait été interdit sans raison valable par les policiers qui avaient déjà quadrillé et investi les lieux dès les premières heures de la matinée. Le 5 mars 2013, alors que les responsables de la CREP étaient réunis dans l'une des salles de l'Institut national de la recherche et des actions pédagogiques, INRAP, dans le cadre de leurs réflexions, ils ont été surpris, peuple congolais, par l'irruption dans la salle de réunion du colonel Jean-Yves Alakoua, alors porte-parole de la police congolaise. Ce dernier
a proféré des menaces à l'encontre des syndicalistes et promis de les traquer chacun si le mouvement de grève n'était pas levé. Certains leaders syndicaux ont été enlevés à leur domicile puis placés en détention de manière arbitraire pendant plusieurs jours avant d'être libérés après de sévères intimidations. Daniel Ngami, coprésident donc de CREP, Luc Mbamongo, membre de CREP, ont été enlevés à leur domicile par des agents du bureau de la sécurité nationale, respectivement le 1er et le 2 avril 2013, entre 19h et 20h. Tous les deux ont été détenus sans inculpation à la DGST, qui les avait libérés le samedi 6 avril après avoir été présentés devant le haut commandement militaire, où ils ont subi de sévères intimidations. Le 3 mai 2013, Joe Washington Ebina, président de l'association des victimes et rescapés des explosions du 4 mars de Mpila à Brazzaville, avait été interpellé au commissariat central de l'arrondissement 6, Talangay, qu'on appelle Kibeliba. Il avait été placé en garde à vue. Il avait été arrêté pour avoir voulu organiser une manifestation pacifique réclamant une meilleure prise en charge des victimes des explosions de Mpila. Il avait été libéré 3 jours après, c'est-à-dire le 5 mai 2013. Le 8 mai 2013, une marche spontanée des étudiants de l'université Maringouabi avait été violemment réprimée par la police à l'aide de gaz lacrymogènes et des projectiles explosifs, causant ainsi une grave infirmité à la main droite de l'étudiant Mbungu Norbert. Il était étudiant en 2e année de faculté de droit. Cette répression faisait suite à la revendication du paiement de la bourse du premier trimestre 2013. Le 18 mai 2013, dans l'arrondissement numéro 9 de Djiri, M. Omer Bilifouli a trouvé la mort après avoir été fauché par un chauffeur d'origine asiatique travaillant à la société Japon Metal. Cet acte avait suscité une manifestation spontanée des habitants pour exprimer leur mécontentement. Quand les éléments de la garde républicaine arrivent sur les lieux, ils ont délibérément ouvert le feu contre ces manifestants, sans défense. Cette répression sanglante a causé la mort de 2 individus, Madame Marina Ngami et M. Brice Nsukula. Alors, ceci a occasionné en même temps aussi, ça avait fait beaucoup de blessés graves. Quand l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, va être informé de la situation, il arrive sur place. Il arrive sur le lieu de drame et s'est donc entretenu avec les parents des victimes. Par la suite, l'OCDH s'est rapproché du commissariat de l'arrondissement 6, Kibeliba, qui a géré le dossier afin de recueillir toutes les informations nécessaires. Malheureusement, l'OCDH s'est heurté au refus du dit commissariat, l'accusant d'être à la solde des puissances étrangères. Aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à cet effet jusqu'aujourd'hui. Voilà, peuple congolais, des situations que les gens vivent dans le pays, c'est-à-dire on leur prive des libertés qui leur sont conférées même par la Constitution.
Ça se passe en 2013. Mais en 2011 aussi, il s'est passé quelques actions, quelques altercations que je voulais vous parler. En 2011, une autre altercation avec les forces de l'ordre s'était produite. En effet, le vendredi 5 août 2011, une forte tension régnait au sein de la télé de Pointe-Noire, chaîne nationale locale. Ce climat délétère avait puisé ses causes dans le temps, étant donné l'antagonisme né des sanctions régulières et arbitraires du nouveau directeur départemental de l'institution audiovisuelle à l'encontre du personnel. Donc, désirant barrer ce qui paraissait comme un abus d'autorité, les agents ont pris l'option de constituer un syndicat en juin 2011. L'antenne affiliée à la FETRACEIC notamment. L'initiative avait été mal digérée par le directeur, qui, à l'occasion d'une réunion convoquée par lui avec le bureau syndical, le directeur l'avait mal pris de voir et de savoir que les agents avaient constitué un syndicat. Alors, le directeur avait donc proféré des menaces à l'endroit du secrétaire général du syndicat au cours d'une violente altercation à l'issue de laquelle il en avait suspendu les membres et adressé dans l'après-midi du jour même une correspondance au ministre de tutelle aux fins de remettre le secrétariat général à la disposition du département de la communication, évoquant plusieurs faits à l'encontre de celle-ci. Comme si cela ne suffisait pas. Et en début de l'appel au respect de la procédure émise par les responsables de la FETRACEIC, l'affaire avait pris une autre tournure lorsque le chef de service des programmes arrive le matin au bureau et n'arrivant pas à démarrer l'antenne, va crier au sabotage et alerte le directeur qui aussitôt incrimine les membres du syndicat, en particulier le secrétaire général. Quand la police est saisie, elle se rend sur le lieu et va donc auditionner les agents incriminés avant de les conduire au commissariat central où ils déposèrent de nouveau un procès verbal. Ils avaient été interdits d'accéder aux locaux de la chaîne jusqu'à nouvel ordre. En effet, ces derniers n'étaient constitués rien d'autre que les membres du bureau syndical. Il s'agissait de M. Hervé Sakala Munkusu, qui était le secrétaire général, Henri Michel Ngakeni, Sidney Mawungu et Donald Mampeni et Martine Mankou. Pardon. 3 jours après, ils étaient de nouveau convoqués au commissariat central de police pour une confrontation avec le directeur et le chef de service de programme. D'autres accusations de sabotage. Alors, donc, après cette confrontation, les policiers n'ayant finalement pu trouver aucun indice à même détailler la version de sabotage, le directeur a demandé ce même jour aux agents de reprendre le service. Mais, à l'exception de M. Hervé Nsakala Mankusu, c'est-à-dire le secrétaire général du syndicat. Ce que les autres collègues, par solidarité, avaient refusé de faire. Pendant que le directeur mettait sur pied un deuxième syndicat constitué de membres sélectionnés par ses soins. Voilà un peu, peuple congolais, des aventures que nous pouvons appeler aventures, sauf que des fois c'est des aventures malheureuses puisque
il y a des morts d'hommes, il y a des gens qui perdent leur emploi. Alors que ces travailleurs ne sont que dans leurs droits. Voilà l'attitude du gouvernement, de la force de l'ordre par rapport aux syndicats. Peuple congolais. La constitution congolaise intègre dans le droit interne des prescriptions des instruments internationaux. La liberté syndicale, telle qu'énoncée dans la Convention 87 de l'OIT, est reconnue dans la Constitution congolaise du 20 janvier 2002. Cependant, la réalité sur le terrain dément toutes ces proclamations et tous ces engagements. Les atteintes à la liberté syndicale sont fréquentes et multiples. On peut citer les interventions de la police dans les mouvements de grève menés pacifiquement par les travailleurs syndiqués. Ça, nous venons de donner des exemples. Mais on peut aussi citer les immixtions du pouvoir politique pour diviser les grévistes. On peut citer les enlèvements et arrestations arbitraires et détentions illégales des leaders syndicaux. Comme vous venez de le constater, 2013 et 2011 ont été des années révélatrices de mépris des autorités gouvernementales vis-à-vis de la liberté syndicale, avec la police comme instrument de répression. Bien que épinglées, les organisations des droits de l'homme pour atteinte à la liberté de s'exprimer, pourtant bien épinglées par ces organisations, les policiers, comme toujours, refutent toutes les pratiques de torture systématique pratiquées sur les employés. Ils refusent également toutes les allégations parce qu'ils se considèrent être en droit, ils se considèrent que ce qu'ils font est conforme à la Constitution, qu'ils doivent ramener l'ordre dans le pays. Et ils considèrent que ceux-là qui manifestent pour exprimer leurs droits à eux sont bafoués par rapport à leurs droits. Peuple congolais. Les organisations de droits de l'homme continuent à publier des rapports sur les pratiques de torture dans les centres de détention de Congo-Brazzaville. La police affirme que la torture n'est pas systématique dans les prisons congolaises. La pratique de la torture reste encore une réalité dans les lieux de détention au Congo. Ainsi, le responsable du syndicat d'étudiants, en la personne de M. Nelson Apanga, qui avait été torturé, a vraiment de la peine à se remettre. À la cité, on compte de nombreuses victimes. Je vais vous citer quelques cas. Pour commencer, je vais vous citer le cas de ce jeune garçon, âgé de 14 ans, qui explique les supplices, les souffrances, les tortures qui lui ont été infligées par la police. Il le témoigne en ces termes, je cite. Ils m'ont tabassé comme un voleur avec des bâtons. Ils m'ont jeté dans une mare d'eau pour nager. Et puis une femme est venue me faire avaler tout un pot de piment. Avant qu'un monsieur ne vienne avec du plastique, il l'a brûlé et me l'a fait couler sur le dos, jusqu'à la tête. Fin de citation. Une autre victime de 50 ans environ, lui également raconte comment il a été torturé dans un commissariat de Brazzaville. Il raconte, je cite, « Ils avaient demandé au chef de poste
de me sortir dans la cour du commissariat. J'étais menotté et il m'avait suspendu sur une barre de fer au niveau du genou, regardant le soleil. La douleur avait duré plus d'1 heure et le sang coulait de mes poignets. Fin de citation. Mais la police estime que ces pratiques étaient systématiquement sanctionnées. Plusieurs policiers avaient été radiés des rangs pour ces motifs. Soutiennent les officiers de police, sauf qu'il est difficile de vérifier. Peuple congolais, tellement que ça a été décrié, tellement que c'est maintenant dans des réseaux sociaux, tellement que c'est dans des rapports de OCDH. Les officiers de la police ont essayé de défendre leur unité sous prétexte que les policiers qui avaient commis ces actes avaient été suspendus. Le peuple congolais, qui peut vraiment en croire? Parce que ces agents qui agissent de cette manière reçoivent de l'ordre de leur chef. On suppose. Si vraiment ils n'ont pas fait, ils l'ont fait sans recevoir l'ordre de leur chef, cela témoigne qu'au Congo, la police est très désorganisée. Que la police n'est pas une police qui peut apporter l'ordre, d'autant plus que au sein de leur police même, il y a déjà un désordre. C'est-à-dire les agents peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça que ça veut dire. Mais selon le lieutenant-colonel Bayizala, lui il dit, je cite, « Si certaines pratiques étaient tolérées hier, ce ne serait plus le cas aujourd'hui. La direction de la police dont j'appartiens organise les formations pour élever le niveau professionnel des policiers. » Fin de citation. Peuple congolais, je crois que vous avez compris. C'est-à-dire que le lieutenant-colonel vient de nous dire que le niveau professionnel des policiers n'est pas très élevé au Congo. Mais on ira plus loin pour dire, ça veut dire que ça c'est grave. Avoir des policiers qui n'ont pas de niveau professionnel. Donc ils n'ont pas cette conscience professionnelle. Comment voulez-vous qu'ils aillent mettre l'ordre alors que la police est considérée comme une force d'ordre? Comment veux-tu, alors qu'ils n'ont pas la conscience professionnelle, comment peuvent-ils mettre l'ordre? Vous comprenez, peuple congolais. Mais si vous étudiez bien le dossier, plus tard vous allez vous comprendre que la plupart de ces agents qui sont là-dedans, ce sont là les gens qui sont sortis après la guerre du 5 juin 1997. Les gens sans niveau, les gens qui ne comprennent pratiquement rien parce qu'ils avaient fait la guerre, qu'ils ont donc gagné la guerre pour pouvoir les récompenser. On les a mis là-dedans. Voilà, peuple congolais, la situation, l'image, le miroir de notre force d'ordre. Je vais vous lire encore une autre déclaration, celui de Pierre-Rodrigue Mavungu. Lui, il était le commissaire au Djoué. Voilà ce qu'il déclare, je cite. « On n'a pas besoin de violence pour une personne qui défait tranquillement à l'invitation de la police. Souvent, nous sommes critiqués lorsqu'on interpelle. Mais c'est à cause de cette résistance qu'ils essaient de faire, donc de donner ces tortures. » Voilà un autre qui vient pour dire que si les gens qu'on convoque pouvaient se manifester tranquillement, il ne devait pas y avoir de violence. Mais peuple congolais,
quand vous allez interpeller quelqu'un qui n'a rien fait, c'est tout à fait normal qu'il puisse faire une résistance. Et eux, ils disent que dès lors que tu manifestes une résistance, c'est à la suite de ça qu'on fait des interpellations. Vous voyez, peuple congolais, que ce genre d'argument, c'est ça qui fait que aujourd'hui, dans le pays, les gens n'ont même plus du respect envers cette police. Je vais vous raconter l'histoire que moi j'ai vécue. J'ai mon neveu qu'on est allé arrêter parce qu'il s'appelait Justin. Et donc, un Justin, ce n'est pas mon neveu, un autre Justin avait payé une batterie. Donc, il était receleur. C'est une batterie qu'on lui a vendue, mais il ne savait pas que la batterie avait été volée. Donc, ce Justin a payé cette batterie. Et donc, quand la situation arrive chez le commissaire, il se déplace pour aller arrêter ce monsieur. C'est tout à fait normal, c'est un receleur. Mais quand ils arrivent sur le terrain, au lieu de tomber sur le vrai Justin, ils ont pris mon neveu. Parce que lui aussi, il s'appelle Justin. C'était un vendredi. On l'amène au commissariat. C'est le commissariat qui est en face de l'Angolais libre. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais expliquer la situation. Mon neveu me dit non, l'oncle, moi, je n'ai pas volé de batterie. Et c'était tout à fait évident puisqu'il était avec moi la journée. Ok. Et donc, je lui dis, c'est pas possible. Le commissaire, on a fait des enquêtes. Donc, c'était le vendredi. Vérification faite, on l'a pris vers 15 h. Vers 18 h, ils ont eu, comme les policiers eux-mêmes, ils ont eu l'information comme quoi c'était pas lui, le Justin, qui avait pris la batterie. Et donc, quand je demande, puisque c'est pas lui, vous pouvez le faire sortir. On me dit, oui, mais là, on est vendredi, donc ça ne peut pas sortir, ça va aller à demain. D'abord, là, il est déjà 18 h. Ça va aller à demain. Donc, le samedi. Le samedi, on arrive, non, on ne peut pas le faire sortir, c'est le week-end. Il faut donc attendre lundi. Mais entre-temps, samedi soir, ils ont réussi à mettre la main sur le vrai Justin qui avait volé. Donc, les deux Justins se retrouvent là-bas. Quand je dis, mais puisque vous avez déjà le vrai Justin, celui qui a volé, ben, libérez mon neveu. Ils ont refusé jusqu'à lundi. Et donc, quand le lundi arrive, pour le faire sortir, on me dit, mais oui, mais puisqu'il est resté ici, pour faire sortir mon neveu, il fallait encore que je paye. On m'a demandé de payer. Peuple congolais, vous comprenez? D'abord, c'est un innocent. Il n'a rien fait. On lui a prévu, c'est-à-dire que sa liberté était déjà... C'est-à-dire que on lui a... En fait, on l'avait enfermé pour rien. On lui a privé sa liberté. De vendredi jusqu'à lundi. C'était pas lui qui était le receleur. Le receleur était là. Il était là en face de celui. Mais celui, l'innocent, on lui dit, mais pour sortir, il faut que tu payes. Alors qu'il n'a rien fait. Bon, en tout cas, moi, j'ai refusé de payer. J'ai pensé que... J'ai dit non, j'irai... Je ne peux pas payer et donc je vais porter plainte. Bon, mais ma soeur est venue pour me dire, écoute, toi, tes histoires de plainte que tu vas porter, tu vas le faire, c'est possible, mais moi, en tes temps, il faut que l'enfant sorte. Donc, moi, je paye déjà pour que l'enfant sorte. Parce qu'ici, les plaintes, je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. On risque de garder l'enfant ici. Là. Donc, toi, avec tes histoires de droit, là, tu vas le faire. Mais entre-temps, moi, je paye l'argent pour qu'on puisse libérer l'enfant. Peuple congolais, voilà un peu le pays de droit dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Peuple congolais, tout ceci pour dire, les ONG locales continuent de se plaindre du fait que ces dossiers n'aboutissent pas à la justice. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce qu'on a dit, par exemple, avec l'OCDH, avec
le Chinois qui avait tué quelqu'un. Le CDH a fait un dossier pour envoyer au tribunal pour faire un suivi. Mais ça n'a pas apporté grand-chose. La responsable juridique de l'Observation congolaise de droits de l'homme au CDH, Madame Monica Ngangula, il le déplore, il le dit. Il dit dans le dossier, tout est donné. On peut vous citer des cas. Il dit les certificats médicaux et les photos sont produits comme preuve. Mais les auteurs, qui sont des policiers, refusent de se présenter à la justice. Sur 10 affaires, à peine une arrive à la Cour suprême. Et là aussi, il faut voir, c'est juste pour lever l'immunité du policier qui a fait des tortures. Fin de citation. Peuple congolais, voilà. Donc quand j'ai lu ce rapport, je me suis rendu compte qu'en fait ma soeur avait raison pour dire, écoute, moi je veux d'abord faire sortir l'enfant. Après on va suivre la procédure. Voilà, peuple congolais. Et les policiers le savent. C'est pour cela, comme ils ont le quitus du gouvernement, ils ont le quitus de la DGST, ils ont le quitus de la DDST. Ils se permettent de tout faire. Le frère Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, en cycle ADHUC, auteur en 2017 d'un rapport sur la torture au Congo, avait mentionné, je cite, « Malgré la première rencontre avec le directeur général de la police, la torture se poursuit. Il n'y a plus eu d'autres rencontres sur cette thématique qui bat son record au Congo. » Fin de citation. Peuple congolais, c'est pour vous dire, les syndicalistes, voyant tout ceci, les étudiants voyant tout ceci, ils commencent à s'abstenir pour ne pas aller affronter justement cette police qui est là au lieu de sauvegarder, de protéger. Mais quand ils arrivent, c'est pour venir brutaliser, c'est pour faire des enlèvements. Tout ceci nous amène, peuple congolais, pour dire il nous faut un autre Congo. Il nous faut un nouveau Congo. Un nouveau Congo pour mieux vivre ensemble. Un nouveau Congo pour instaurer un développement harmonieux au Congo. Mais ce nouveau Congo ne pourra avoir lieu, ne pourra se faire quand il va avoir tout son épanouissement. Son épanouissement, oui. Son épanouissement quand le peuple ravivera la flamme de l'unité. Quand le peuple ravivera la flamme du progrès, de la sauvegarde de l'emploi, de la fraternité, de la solidarité et de la défense de la nation que tout Congolais, fût-il autoritaire, ne peut céder. Son épanouissement, quand le Congo aura son épanouissement, quand le peuple exprimera fortement son aspiration de vivre mieux ensemble. Vivre mieux ensemble, c'est-à-dire les jeunes avec des vieux, des hommes avec des femmes, des cadres avec des chômeurs, des intellectuels avec des manuels. Quand il n'y aura plus cette distinction. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène, il y a un autre slogan qu'on entend avec les nouveaux hommes politiques dans les réseaux sociaux qui ne cessent de dire que les vieux n'ont qu'à nous laisser, nous les jeunes. Peuple congolais, c'est malheureux et c'est regrettable. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre
que Sassou a fait la scission parce qu'ils ont déjà instauré une diaspora. Une attitude qu'on est en train de déplorer, de dire qu'on ne doit pas être divisé de cette manière. Mais voilà une autre catégorie des hommes politiques qui veulent diriger ce pays. Mais dans la lutte qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de dire que la catégorie des vieux qui sont là, que les vieux, ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. C'est comme si les vieux, ils ont pris la place de la jeunesse. C'est comme si les jeunes ont cédé leur place aux vieux. Peuple congolais. Mais cette situation, nous allons les détailler quand nous allons étudier la diaspora. Parce que ce genre de refrain, on ne l'entend que dans la diaspora. Pas dans la diaspora du Nord, mais dans la diaspora qui est à l'étranger, qui est en Europe. Alors nous sommes en train de dire que notre nouveau Congo va connaître son épanouissement quand le peuple refusera une société éclatée pour mieux préserver les privilèges d'une société clanique et autocratique. Le pouvoir ne peut éternellement réussir à museler cette émancipation en marche. Peuple congolais, ni l'achat de conscience des responsables syndicaux, ni la corruption de quelques élites déboussolées et enivrées par l'appât du gain facile ne peut empêcher la grogne que monte actuellement dans les entreprises. Lorsqu'un peuple se met en mouvement, certaines idées jusque-là bâillonnées trouvent une vigueur insoupçonnée de combativité. Le peuple du travail ne peut être acheté, ni moins encore les vraies élites syndicales ne peuvent se laisser berner par les sirènes de la pseudo-modernité à la frénésie de la recherche de l'efficacité de gestion au détriment de la qualité du travail, ni à la tension de se laisser couver par les apparats du pouvoir. La montée au Congo-Brazzaville d'un syndicat de salon qui partage les verres de champagne avec le pouvoir ne peut être reconnue comme syndicat de combat contre l'injustice. Ne peut pas se définir comme syndicat comme l'ont rêvé les pères des syndicats. Aussi, il est indispensable que les syndicats retrouvent leur place de mouvance de protection des travailleurs. Cela en revisitant les rapports entre les travailleurs et les modes d'organisation structurelle de l'outil syndical. Le syndicat doit s'adapter aux évolutions socio-professionnelles et aux besoins des travailleurs et non imposer à ces derniers des solutions qu'ils rejettent massivement. C'est cela le prix de la liberté syndicale. Bien qu'il ne s'agisse pas de mettre dans le même panier tous les crapes, force est de constater que beaucoup de ces syndicats ne le sont que de nom. Beaucoup sont devenus des syndicats du gouvernement. Notre action encourage des syndicats qui réclament une révolution culturelle au sein des entreprises. Il faut stopper cette tendance de subir et ne rien dire. Peuple congolais. Si seulement nos ancêtres avaient agi comme nous, l'esclavage n'aurait jamais été aboli. Si nos parents avaient baissé les bras, la colonisation ne serait jamais abolie. Si nos pères n'avaient jamais exigé l'indépendance, jamais nous l'aurions obtenue. Si nos aînés n'avaient pas bravé la force de l'ordre et instauré une grève générale en 1990, le monopartisme aurait poursuivi son dictat. Et à la venue du multipartisme, et la venue du multipartisme ne serait qu'un rêve inaccessible. L'histoire
nous interdit de remettre tout cela en cause et de l'oublier. Au contraire, tous ces sacrifices ont un sens profond pour l'homme congolais. Celui de l'aspiration profonde d'un espoir au développement harmonieux de toutes les régions de notre pays. Ainsi, un syndicat fiable, fort et juste contribue bien au bien-être des travailleurs et, de surcroît, à une défense solidaire et efficace de leurs acquis. Peuple congolais, nous comprenons ce qui retient les Congolais d'entrer en grève après tant de mois sans salaire. La corruption du syndicat. Une grève devait être décidée par des syndicats. Sauf que ces derniers sont corrompus ou menacés. L'organisation d'une grève est donc beaucoup plus difficile, voire incertain dans ces conditions au pays. Chers compatriotes, nul besoin de prendre la rue. Pour des raisons que nous vous avons expliquées. Nous avons dit à la jeunesse de ne pas descendre dans la rue, de ne pas faire un soulèvement et descendre dans la rue. Nous avons étalé dans une vidéo que nous avons mise en ligne. Même si c'est une option choisie par certaines populations des autres pays. Nous avons expliqué que les mentalités de l'homme maghrébien ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes mentalités à la jeunesse congolaise. Alors, dès lors qu'on ne peut pas descendre dans la rue, il est peut-être envisageable de faire une grève illimitée. Mais faire une grève illimitée de quelle façon? Surtout que nous venons de détailler, nous venons de voir comment les meneurs de grève sont souvent enlevés dans leur maison. Ils sont malmenés. Nous venons de citer des exemples. Peuple congolais, nous sommes conscients que la grève ne serait jamais générale dans toute l'étendue du pays. Dès lors qu'elle ne sera jamais suivie par tous, elle ne sera donc pas efficace pour renverser le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Le régime va exercer des pressions, c'est sûr et certain. Va faire des menaces sur les grévistes pour qu'ils reprennent le travail, sous peine de sanctions, d'être radiés. Ça sera des intimidations. Mais la réalité, c'est que la marmite qu'on appelle le Congo est déjà en ébullition. Dans une des vidéos que nous avons postées, nous avons dit la jeunesse congolaise, c'est un volcan. Il n'est peut-être pas encore en éruption. Mais laissez-moi vous dire, le jour où ce volcan va rentrer en action, vous allez voir la couleur du magma qui va sortir de ce volcan. La grève est tout aussi, voire plus efficace que l'insurrection politique populaire de la rue, car elle paralyse le système en l'empêchant de fonctionner. L'inaction devient la meilleure alliée dans ce cas, surtout quand l'action peut entraîner une réaction brutale du système. Il est juste question que chacun reste chez soi. D'autant plus que vous ne percevez plus de salaire. D'autant plus que les salaires ne sont plus payés. Sinon, quand ils sont payés, c'est après 4 mois, 5 mois de retard. Alors, dans des conditions comme pareilles, comment vous faites pour vous déplacer, pour aller au travail? Surtout que les bus, ils font maintenant ce qu'ils appellent des demi-terrains.
Je prends l'exemple pour quelqu'un qui habite par exemple à 17 km. Dans un vers Ngangalingolo là-bas, il y a un quartier qu'on appelle à 17. Il habite à 17. Et il veut aller travailler au centre-ville. Il lui faut 3 bus à l'aller et 3 bus au retour. Peuple congolais. Comment il va faire? Pendant 1 mois. Même pas 1 mois parce qu'il doit le faire pendant 3 mois avant d'avoir son salaire. C'est difficile. Voilà pourquoi nous disons peuple congolais. Il faut rester chez soi. C'est peut-être pas une grève que vous êtes en train de faire, mais on vous exhorte de rester chez vous. À la rigueur, vous pouvez aller au travail 1 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il faut que vous brillez par l'absence au travail. Ce n'est pas une force qui va faire que le mouvement s'en aille. Mais au moins, ça va paralyser l'économie dans ce sens que les choses vont être au ralenti. Parce que tu fais 3 mois sans salaire, mais on t'impose d'aller au travail tous les jours. J'ai un ami, lui, il travaille à la douane. Il me dit, tu sais, moi je m'en vais au travail 1 fois par semaine. Mais cela n'empêche, quand on paye le salaire, son salaire passe. Il a son salaire. Il travaille 1 fois par semaine, il rentre. Il dit, je ne vais pas me casser la tête. Peuple congolais. Quand il n'y a pas de... Quand on travaille, quand on signe un contrat, il y a des devoirs et des obligations. Le travailleur doit fournir un travail auprès de son employeur. C'est-à-dire il doit effectuer le travail pour lequel il a été embauché. À l'heure, le temps, si c'est de 8h à 18h, il travaille le temps qu'on lui a donné. Et si c'est de lundi à vendredi, le jour, il respecte par rapport au contrat qu'il a pris. Mais en contrepartie, l'employeur, il a des obligations. Il faut qu'il paye le salaire. Ça, c'est avec la monnaie locale. Ça, c'est bien inscrit dans notre code du travail. Donc, après 30 jours, il faut qu'il paye. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'il y ait un retard. Alors aujourd'hui, on demande au travailleur, lui, de respecter ses obligations. Mais l'employeur, lui, ne respecte plus ses devoirs. Non, peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons, si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous. Peuple congolais, après que Sassou ait neutralisé les groupes de résistance Froli Baba et Fro Baba, nous avons parlé de ces foyers de résistance. Allez-y suivre des vidéos, ça y est là-dedans. C'est déjà en ligne. Après que Sassou ait restructuré le PCT en y intégrant le culte de la personnalité. Vous entendez, vous voyez aujourd'hui ce que c'est devenu le PCT. Ce n'est qu'une boîte une boîte vide qui ne résonne qu'à longueur de journée pour chanter Sassou, Sassou. Après que Sassou ait instauré la politique de 5D, nous avons mis en ligne la vidéo dont on a détaillé c'est quoi cette politique de 5D. Après que Sassou est en voie d'initier, de mettre la politique justement de 3 nations au Congo. Nous avons parlé également de ça. Et nous avons dit que ce que Théophile Oubenga dit de 3 nations à mettre en place. Peuple congolais, en réalité, il n'en aura que 2. La preuve, aujourd'hui, nous avons raison. Puisqu'il y a la diaspora qui dit, nous sommes la diaspora du Nord. Donc il y a la diaspora du Nord et les autres sont du Sud. Peuple congolais, on vous avait déjà dit, on avait déjà prophétisé cela. Allez-y suivre des vidéos, ça y est là. Que c'est ça qui va arriver. Si Théophile Oubenga parle de 3 nations que Sassou,
que lui il parle, et nous avons dit de ces 3 nations-là, en réalité, il n'en fera que 2. Parce que la nation Téké sera, va intégrer le Nord. Donc aujourd'hui, quand on parle de la diaspora du Nord, en fait, le Nord pour eux commence d'où? Ça commence du plateau jusqu'au Nord. C'est ça le Nord. Pour eux, le Nord commence du plateau, région du plateau jusqu'au Nord. Donc quand on parle de la diaspora du Nord, donc ce sont les gens du plateau, Kwilu, cuvette Est, cuvette Ouest, la Sanga et la Likwala. C'est ça qu'on appelle le Nord. Peuple congolais, vous avez vu les banderoles. Ils considèrent cette partie comme un autre pays maintenant. Et ça, nous l'avons démontré dans une des vidéos. Allez-y écouter. Tout est détaillé. Tout ce que nous avons dit, c'est ça qui est en train de se dérouler. On avait déjà dit cela, peuple congolais. Après que Sassou ait mbochinisé l'armée, ça on l'a déjà dit, après que Sassou ait traumatisé la jeunesse, divisé la jeunesse jusqu'à nous amener les bébés noirs, après que Sassou ait téléguidé l'opposition, vous le savez, au Congo il n'y a pas d'opposition. Nous allons en parler quand nous allons parler de l'opposition. Après que Sassou ait morcelé la diaspora, nous en parlerons également quand on va arriver à la diaspora. Après que Sassou ait aveuglé l'Église, on en parlera. Après que Sassou ait cadenassé le syndicat, et c'est ce que nous sommes en train de parler. Après que Sassou ait commis le génocide dans le pôle. Après que Sassou ait privatisé les entreprises d'État au profit de sa famille, les Congolais vont-ils surplomber toute la situation imposée? Vont-ils s'engager réellement dans le combat? Peuple congolais. Mais soyez rassurés de 3 faits. Premier fait, c'est que Sassou surveille une partie de la population. Mais Sassou ne connaît pas toute la population. Beaucoup de Congolais naissent en dehors de Brazzaville. Sassou ne les connaît pas, il ne les maîtrise pas et il ne les maîtrisera jamais. Donc Sassou n'a pas la même mise sur tous les Congolais. Deuxième fait, et ça je voulais le dire à M. Sassou. Nous avons un message à faire pour toi, M. Sassou, à la fin des vidéos. Mais pour ici, nous voulons vous dire le savoir. C'est que vous ignorez qu'une fourmi, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi une fourmi, qu'une fourmi tue très facilement un éléphant. Bon, comme vous êtes entouré de sages, vous pouvez aller leur demander ce que ça veut dire. Enfin, le troisième fait que je voulais dire ici, même si un homme averti en vaut 2, Sassou, il faut que tu saches que c'est l'oubli qui tue. Peuple congolais, maintenant que nous savons, si chaque Congolais pouvait rester chez lui pendant une période illimitée, au moins 4 fois dans la semaine chez lui, et n'aller au travail qu'une fois, c'est largement suffisant. C'est vrai que l'économie va connaître un coup. D'ailleurs, l'économie du Congo a déjà connu un coup avec tout ce qu'on a comme déficit au pays. On est conscient que l'économie va prendre un coup. Mais on n'a pas de choix. Nous voici à 60 ans de l'indépendance. Sassou l'a déjà dit, l'a déjà programmé. Et nous sommes convaincus qu'il y a déjà
des campagnes qu'ils sont déjà en train de faire, qu'ils ont déjà fait des commandes, des champagnes en France pour marquer 60 ans de l'indépendance. Il y a déjà tout un budget qui est déjà prévu pour ça. Il va fêter ça en pompe là-bas. Il va inviter pas mal de gens pour venir fêter les 60 ans d'indépendance. Entre-temps, les gens leur manquent des produits au CHU dans des hôpitaux, pendant qu'eux, ils vont sabler de champagne. Mais pendant que vous êtes en train de fêter les 60 ans, ça correspond en même temps aussi aux 40 ans que Sassou nous a mis. 60 ans de l'indépendance, oui, mais ça correspond à 40 ans de tourments que Sassou est en train de donner aux Congolais. Le tourment que Sassou a mis. Donc l'année 2020, pour nous, les Congolais, cette année-là, ou l'année de 60 ans de l'indépendance, 60 ans de l'indépendance aussi du syndicat, 40 ans des tourments de Sassou, 20 ans, 2020, sera-t-elle une année de libération? Est-ce que l'Église peut encore nous appuyer comme il nous avait appuyé avant pour avoir cette libération? Le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 10, nous exhorte et dit, je cite, de cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous une année de réjouissance. Chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs et revenir dans sa famille. Fin de citation. Ce message de Lévitique, il est à nous aujourd'hui. On doit se l'approprier, ce message de Lévitique. Les Congolais doivent s'approprier ce message avec notre conviction de foi et notre détermination dans l'engagement pour libérer notre pays. Ce message nous revient et nous devons le lire de cette façon. Je cite, de cette même façon, vous ferez de cette 60e année 2020 une année consacrée au Seigneur et à l'indépendance et à la libération. Vous annoncerez la libération pour tous les Congolais. Ce sera pour tous les Congolais une année de réjouissance et de délivrance. Chaque Congolais pourra être de nouveau propriétaire de ses champs, de ses maisons et de revenir dans la famille et dans le pays. Peuple congolais, maintenant j'ai un message adressé à ceux-là que j'appelle les Congolais de base, c'est-à-dire les Congolais qui sont au pays, la jeunesse qui est au pays. Ce message n'est pas pour les Congolais qui sont à l'étranger, mais c'est pour les Congolais qui sont au pays. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le pouvoir. Parce que c'est eux qui votent. Ils ont une carte d'élection, d'électeurs. Quand arrivent les élections, c'est eux qui votent. Ce n'est pas la diaspora. Ce n'est pas ceux qui sont à l'étranger qui votent. Non. Donc ce message vous concerne. À chaque vidéo, je mettrai un message spécialement pour ceux-là que j'appelle les Congolais de base. Chers compatriotes, Congolais de base, le pays compte maintenant beaucoup de leaders politiques. Certains se sont démarqués par des réseaux sociaux. Ce que nous appelons des politiciens des réseaux sociaux, qui vous demandent de descendre dans la rue pour affronter le régime en place. Je vous exhorte de ne pas le faire. Parce que dans le nouveau Congo, on a besoin de vous. Ce n'est pas parce que les pays maghrébiens l'ont fait que vous devez le faire. Non. Vous n'êtes pas des Maghrébiens. Jamais vous n'allez porter des grenades pour aller vous exploser. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Et même comme ils sont en train de dire que le général Mbao va venir faire un coup d'État, je vous demande de s'abstenir, de ne pas se mêler là-dedans. Peuple congolais, vous qui êtes à Brazzaville, vous qui pouvez faire la descente, en particulier vous qui êtes dans la partie sud,
Parce que ce n'est que vous qui pouvez faire des soulèvements. En particulier ceux qui sont au sud de Brazzaville. Jamais ne descendez pas sur la voie. D'ailleurs, vous l'aviez dit, vous avez déjà donné 3 préalables. Vous aviez dit que vous ne pouvez pas descendre pour faire la contestation. Parce que le peuple, aujourd'hui, avait souvent été trahi par ceux du Nord. Et vous aviez dit que ceux du Nord commencent le soulèvement. En ce moment-là, vous pouvez vous joindre à eux. Et encore. Ça, c'est le 1. De 2, vous aviez dit, puisque la diaspora qui est à l'étranger nous demande de se soulever. Vous aviez dit, oui, on va le faire. Mais à condition que ceux-là qui le demandent viennent, mais qui ne viennent pas seuls, viennent avec leurs enfants. Ils vont se mettre devant et nous derrière, en ce moment-là, on fait la marche. 3, vous avez dit, compte tenu du système d'infiltration dans la zone de la partie sud, aujourd'hui, chaque jeune se méfie de tous les jeunes se méfient maintenant. Donc dans cet état-là, il est difficile de pouvoir faire un mouvement. Vous avez donné vos positions. Maintenez vos positions. Nous avons dit un nouveau Congo dans lequel il va y avoir le transfert du pouvoir. Chaque Congolais va aller dans sa région. Il va aller travailler dans sa région. Ce n'est pas de la division. Ce n'est pas de la discrimination. Ce n'est pas de la scission. Mais si tu as un projet, au lieu de réfléchir sur le national, ça ne sert plus à rien. Réfléchis sur le plan régional. Va le faire dans ta région. Parce que ce que toi tu peux faire dans ta région, ça ne sera pas peut-être le même qu'on va faire dans une autre région. Donc fais-le dans ta région. Celui qui est dans l'autre région, il va faire. L'union de tout cela va faire que le Congo avance. Donc arrêtez de venir nous parler des projets, un projet global. On n'en a plus besoin de projet global. Depuis 1960, ces choses-là ne marchent plus. Nous allons faire comme en Suisse. Nous allons faire comme au Canada. Nous allons faire comme aux États-Unis, où les choses sont vues par région. Et ces pays-là sont des références sur le plan national. Donc ne venez pas pour nous dire, oui, mais ça c'est la division, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas alors qu'ailleurs ça marche? Peuple congolais. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'apport, de la puissance et de l'engagement de l'Église. L'Église, c'est un autre acteur majeur qui hier a contribué à l'obtention de la conférence nationale souveraine. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui? C'est de ça que nous allons parler. Nous avons déjà parlé de la jeunesse, nous avons parlé de l'armée, là on vient de parler de l'Église, du syndicat, et donc la prochaine vidéo nous parlerons de l'Église. Pour terminer, et je reprends, peuple congolais, vous qui êtes au pays, ceux que j'appelle le Congolais de base, soyez prudents, soyez sages. Je sais que vous êtes plus sages que les autres. Ne vous laissez pas emporter. Soyez prudents. Merci. À la prochaine. La mutuelle de jeunes de souvenirs. Sisou Sida. Lenaoni Isaac Emmanuel. Tite Nesta. Maître Claude Miakashisa. Claude Bikondolo Kele Boyaya. Normalien Bakelewo. Fefe de Lusabo Group. Jean Siyombo.